Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'événement NFT, pourquoi un tel engouement mondial. Alors donc pendant une heure, nous allons parler de NFT et on a le plaisir de recevoir des spécialistes sur le sujet, notamment Romain Verlhomme, commissaire-priseur des spécialistes des NFT. Franck Dupont, qui se présentera aussi, mais grand spécialiste sur les NFT, et qui va présenter son produit. Mathias, étudiant à l'association Cryptosphère, et Bastien aussi, qui présentera son projet sur les NFT. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc, ce que je vous propose rapidement, c'est de présenter qui est Wallcrypt et aussi d'expliquer pourquoi un tel engouement mondial. Est-ce que c'est exagéré ou pas? Très bien. Alors, rapidement, Wallcrypt, c'est un journal d'actualité spécialisé dans le domaine de l'emploi et de la formation et qui est dédié à la blockchain et son écosystème. Donc, sur wallcrypt.com, vous retrouverez de l'actualité au niveau de l'éducation, de la blockchain, au niveau de la formation, sur l'emploi, puisque nous avons aussi d'ailleurs une plateforme d'emploi spécifique à ce secteur. On va parler d'actualité sur la blockchain, bien évidemment, par secteur d'activité, et évidemment aussi les NFT, la finance décentralisée. Nous avons mis en place, une base de données de réseau d'experts. Donc, nous développons aussi actuellement un réseau de correspondants dans le monde, des correspondants Wallcrypt qui nous envoient de l'actualité sur leur pays, notamment par exemple ici avec Juni, sur le Cameroun. Alors les prestations de Wallcrypt, nous sommes spécialisés dans le marketing digital spécifiquement, ça c'est nos prestations en fait. Nous faisons du référencement naturel Google pour les startups et les entreprises qui interviennent dans ce secteur. Tout simplement, on s'est spécialisé là-dedans parce que les termes techniques sont pas toujours évidents et c'est aussi une activité que j'ai depuis de nombreuses années avec les réputations. Nous organisons des webinars et nous avons aussi un job board sur le recrutement pour faire les mises en avant, les offres d'emploi et les offres de formation. Voilà, donc référencement Google, e-réputation. Nous organisons des webinars, nos partenaires avec qui nous avons déjà organisé des webinars. Et vous retrouverez en fait nos webinars sur la chaîne youtube.com/Wallcrypt. Et d'ailleurs, ce webinaire sera mis en ligne, dans quelques temps, quelques jours après la fin de ce webinaire sur la chaîne YouTube. Alors, important aussi, c'est notre dernier jour de notre financement participatif. Donc là, j'en profite pour en parler. Nous avons créé en fait un jeu de société de vulgarisation, donc un jeu de cartes avec des coins, qui est aussi un livre où 50 experts vous expliquent la blockchain et la crypto-monnaie. Donc, ce financement participatif a lieu sur Ulule. Si vous tapez Ulule, vous allez trouver Wallcrypt et il se termine ce soir. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus ou qui veulent nous aider à booster ce projet, qui va nous servir à la fabrication du jeu et du livre. Alors, donc, NFT, pourquoi un engouement mondial? Tout simplement, est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce qu'il y a vraiment un engouement mondial? Eh bien, tout simplement, en allant sur Google Trends, j'ai tapé 3 expressions, NFT, Metaverse et blockchain, et on s'aperçoit qu'effectivement, à l'échelle, là, c'est tous les pays confondus, la ligne bleue parle d'elle-même, puisque on voit, depuis septembre à peu près, qu'il y a une véritable montée en puissance au niveau des NFT. Alors, au niveau de la France, c'est pareil, c'est même d'ailleurs peut-être encore plus marqué, qu'il y a un véritable engouement, au niveau des NFT et des métaverses. Donc là, on va retrouver les expressions les plus fréquentes, NFT crypto, NFT art, OpenSea, NFT Binance, les NFT. Alors là, j'ai pris un site qui est assez connu, connu dans le monde des NFT,
Et tout simplement, je suis allé voir sur un site qui s'appelle SEMrush, qui permet de voir le trafic naturel d'un site Internet. Et là encore, effectivement, comme Google Trends, on s'aperçoit que depuis le mois de mai, il y a une très forte montée en puissance en termes de trafic naturel pour ce site, OpenSea.io, puisqu'on voit qu'ils sont ils sont exactement d'ailleurs à 413 000 visites en trafic organique avec 351 366 mots-clés positionnés sur Google. Donc, j'ai fait la même opération avec Rarible. Et voilà, pareil, donc depuis le mois de mai, on voit cette montée en puissance, 65 000 trafic organique. Donc, on peut constater effectivement cet engouement. Et aussi sur Solana, eh bien, voilà, donc le trafic est peut-être moins fort, mais par contre, la montée en puissance est tout aussi spectaculaire. Peut-être, Jean-Luc, excuse-moi, ce qu'on peut expliquer, c'est ce que tu viens de montrer, OpenSea, Rarible, Solanart et bien d'autres, ce sont des marketplaces de mise en vente, d'échange de NFT que mes confrères viendront détailler juste après, mais peut-être juste pour introduire un tout petit peu les personnes qui découvriraient ces sites-là, qui sont en fait des plateformes d'échange, des marketplaces, où n'importe qui, avec de la crypto-monnaie, des crypto-monnaies, peuvent venir acheter des NFT particuliers et entreprises. Et pour revenir sur ce que tu as dit, juste sur la croissance, effectivement, les NFT qui deviennent très populaires. Il y a eu le grand public, il y a aussi les entreprises privées, les grands groupes. Là, j'apprends à personne ce qui s'est passé avec Facebook Metaverse, mais même depuis l'année 2020, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars où Facebook aurait racheté vraiment 99% des noms de domaine qui commençaient par Meta. Donc, on voit aussi dans le privé, et je pense que mes confrères en parleront aussi, des boîtes privées qui font des projets et au-delà de projets, vraiment de la concrétisation avec les NFT. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devient très populaire. Je vous coupe, les amis, juste 2 petites secondes. Excusez-moi, je vous coupe un peu. Bastien, oui. Quand tu changes les écrans, en fait, ça change aussi pour tout le monde. Juste. Ah, c'est pour ça, d'accord. Okay. Voilà, je me disais que c'était moi. Voilà, donc là, je reprends, je ne sais pas si vous voyez, puisque j'ai juste un seul écran, mais j'ai pratiquement terminé. En fait, mon rôle, c'était vraiment de dire, voilà, effectivement, on parle d'un engouement mondial. Donc, de par, je dirais, mon expertise dans le référencement Google et réputation, forcément, je suis allé voir le trafic des sites qu'on va expliquer effectivement ensuite. Je te remercie en tout cas pour ton intervention, pour les personnes qui connaissent moins ou pas les parties NFT, mais c'était surtout effectivement pour bien mettre en avant que ces sites, aussi bien Google Trends que sur le trafic de ces sites, il y a une explosion, je dirais, de la demande. Voilà. Donc d'ailleurs, par exemple, on en parlait tout à l'heure entre nous, Coinbase, pareil, qui va se lancer dans les NFT, Coinbase, qui est donc effectivement une plateforme où on peut acheter et vendre ses crypto-monnaies, qui est la deuxième plateforme, je dirais, au monde en termes de de capitalisation. Hein. Et la première, d'ailleurs, je pense, il me semble d'ailleurs, en termes d'utilisateurs au monde, je ne me trompe pas. Voilà, donc voilà, quand on voit effectivement des mastodontes comme ça qui arrivent, qui décident d'aller sur les NFT, c'est que manifestement, il y a un fort intérêt. Voilà, donc là, j'ai pris un Reddit aussi pour montrer le nombre d'abonnés, des études sur Cointelegraph. Voilà. Et donc, avant de laisser la parole, donc aux autres intervenants, je remercie aussi les partenaires médias, d'avoir bien voulu assurer la promotion du webinaire. Et donc là, pour tous, si à la fin du webinaire, vous souhaitez continuer d'échanger, donc j'ai créé un groupe Telegram, c'est Wallcrypt NFT. Voilà, et je vous invite à nous rejoindre après le webinaire pour pouvoir échanger avec l'ensemble des intervenants et pouvoir continuer les discussions. Voilà, donc écoutez, je vais donc maintenant laisser la parole à Mathias. Mathias, qui est donc étudiant à Cryptosphère, et je lui laisse la parole et se présenter. Alors, tout d'abord, merci Jean-Luc d'organiser ce webinaire. Merci à tous d'être présents. Alors, moi, je m'appelle Mathias Bougon, je suis passionné de NFT depuis quelques temps déjà. Je suis étudiant en 4e année en commerce international à l'école de management Léonard de Vinci, donc à La Défense. Et je suis donc membre de Cryptosphère et responsable du pôle NFT de l'antenne de Vinci de mon école. Donc Cryptosphère, c'est quoi? C'est une association étudiante créée en 2017, spécialisée en multitech, notamment dans 4 domaines: la blockchain, les actifs numériques, donc les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, les objets connectés et la réalité virtuelle. On est plus de 300 membres et alumni à travers le territoire.
répartis sur 14 écoles de commerce et d'ingénieurs sur Paris, Marseille, Rennes, Lyon, Toulouse ou encore Angers. Alors, nos objectifs principaux sont d'abord la démocratisation, partager et diffuser nos connaissances auprès de nombreux étudiants sur ces nouvelles technologies à travers nos réseaux sociaux, mais également à travers des événements qu'on organise ou auxquels on va participer. Puis ensuite, on va essayer de développer les compétences techniques de nos membres à travers l'élaboration de projets concrets. On a déjà un exemple Morpho, un protocole sur la finance décentralisée. Ce n'est pas le sujet, mais voilà. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter ou encore Instagram. Et j'ai l'honneur du coup de co-animer ce webinaire avec Jean-Luc et que j'aimerais par ailleurs remercier de la confiance qu'il accorde à Cryptosphère. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et je ferai en sorte de les poser si jamais les intervenants ne les voient pas. Voilà. Eh bien, merci Mathias, j'irai donc pour ta présentation. Donc, et merci à toi, j'irai aussi de participer, j'irai donc à ce webinaire. Et je sais que tu es d'ailleurs un grand spécialiste des NFT, mais on aura l'occasion d'en reparler aussi tout à l'heure. Donc, écoutez, là maintenant, je vais passer la parole à, on va dire à Bastien. Bastien, si tu souhaites te présenter et présenter ton activité. Bonjour à tous, effectivement. Je pense avoir relativement le même âge que Mathias. Alors, moi, je ne suis pas du tout au milieu de l'art ou des NFT de base. Je suis entrepreneur, j'ai 23 ans. Grâce et avec Mike Memoun, je suis cofondateur d'Urgence Docteur. Donc, en 2021, c'est bientôt 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est intéressant. Je m'intéresse aux NFT depuis mars 2021 et c'est dans ce cadre-là que j'avais créé le compte Twitter que vous pourrez retrouver acheter NFT, comme le verbe suivi des 3 lettres NFT, qui aujourd'hui regroupe 12 200 personnes. Et pour vous donner, on n'était que 4 000 fin août. Donc, en fait, il y a eu l'engouement du début des premiers mois avec les milliers de followers. Et ensuite, il y a eu un petit ralentissement. Et là, on a vu dès septembre que ça a répété tout simplement. L'objectif avec acheter NFT, au début, ça a été de mettre… merci beaucoup pour le lien. Ça a été de mettre en lumière les artistes, les projets, les tokens, les cryptos françaises de l'écosystème français parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est très américanisé. Alors attention, hein, le phénomène, il est mondial. Moi, j'ai des Brésiliens de 13 ans qui font des trucs de malade. Et on ne peut pas se dire, on vend le projet ou on vend la collection NFT. Juste pour remettre en lumière, quand on publie un NFT, ça vient interagir dans le cadre d'une collection. Par exemple, tout simplement, il y a des personnes qui font des chaises. C'est très abstrait ce que je veux dire. Des chaises de différents matériaux, de différentes couleurs. Et donc, quelle valeur va avoir leur NFT, ça vient de s'inscrire dans le cadre d'une collection qu'ils vont mettre en place, de 1000, 200 chaises, etc. Et ensuite, qui vont venir s'échanger. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que les artistes vont pouvoir monnayer leur NFT. Donc, avec ce compte Twitter-là, ça a été de mettre en lumière. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de Français en DM qui me partagent des projets très intéressants. DM, c'est messages privés qu'on vient mettre en lumière, avec qui on vient collaborer, etc. Ludo, c'est le deuxième projet, c'est aussi dans ce cadre-là que j'interviens sur les NFT. Moi, je fais beaucoup de vulgarisation. Il y a Franck, il y a Romain qui sont beaucoup plus experts, Franck, dans tout ce qui est dev. Ludo, c'est un petit peu le Google des NFT. C'est-à-dire qu'avant Google, Internet, c'était un endroit où vous tapiez quelque chose, c'était très compliqué de s'y retrouver. Aujourd'hui, les NFT, on est un petit peu dans le même contexte. Et je m'explique. Aujourd'hui, si vous voulez trouver des NFT, il faudra se balader entre les différentes blockchains. Par exemple, OpenSea et Solanart ne vont pas, si vous voulez, regrouper les mêmes NFT, car Solanart ne vont être que les NFT mintés sur l'écosystème Solana, la blockchain Solana, alors qu'OpenSea, lui, est déjà un petit peu plus, si vous voulez, rassemble un peu plus toutes les blockchains. Avec Ludo, le problème qu'on vient essayer de résoudre, c'est justement de centraliser toutes les blockchains pour faire un Google des NFT. Par exemple, si vous tapez, je dis n'importe quoi, tableau d'art, et bien vous allez avoir les tableaux d'art qui ont été mintés, qui ont été créés sur toutes les blockchains. Pour aller très vite, Ethereum, Avalanche, Solana, Tezos, il y en a vraiment par dizaines et il y en a qui naissent tous les mois. Donc, le projet, c'est vraiment de centraliser tous les NFT. Et pareil, pour les jeux vidéo NFT, pour les play to earn, on va venir regrouper tous les leaderboards, tous les classements. Donc, le but, vraiment, c'est de faire le Google des NFT. C'est très simple. Vous allez sur votre navigateur en haut, vous tapez ludo.com, ludo.com. Aujourd'hui, on est en alpha launch. Donc, on est une équipe du monde entier. On est bientôt 20. On a des développeurs qui, par exemple, sont dans le top 50 des cryptos en market cap. Le market cap d'une crypto, c'est quoi? C'est la valeur d'une crypto-monnaie fois le nombre de tokens émis. Donc, quand on est dans du top 50,
c'est que c'est quand même, c'est que ça devient intéressant. Merci beaucoup, Mathias. Merci beaucoup. Et donc, on a des développeurs de chez Elrond, Elrond Team, etc. Donc, c'est un projet qui, honnêtement, moi, j'ai eu la chance, grâce au fondateur Sergiu Draganus, de m'inscrire dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on voit la réactivité des personnes sur Twitter. Moi, c'est plutôt grâce à mon compte Twitter que je vais interagir dans cet écosystème-là. Sinon, ce que je fais à côté n'a aucun intérêt pour les NFT. Donc, c'est grâce à mon Twitter. Et honnêtement, sur Twitter, aujourd'hui, c'est bientôt 6000 followers en plus tous les 30 jours. Alors que pendant 6 mois, c'était vraiment très early. En mars 2021, quand j'ai créé Twitter, il n'y avait pas du tout cet engouement-là. Et comme tu l'as très bien montré avec tes graphiques, Jean-Luc, c'est que l'engouement, en fait, au début, on parlait, alors c'est une expression qui revient, mais qui ne veut un peu rien dire, on parlait de bulle, mais pas du tout. Ça s'inscrit vraiment dans quelque chose de concret et on le voit avec toutes les entreprises. Pour prendre un exemple très simple, mais je pense que quelqu'un pourra le détailler un peu mieux. Si vous allez chez Louis Vuitton aujourd'hui, vous achetez un sac, le sac entier est un NFT. C'est-à-dire que vous pourrez retrouver sur la blockchain chaque matériau, votre sac. Vous pourrez, si vous voulez, comme aujourd'hui on peut tracer une viande, vous pourrez retracer tous les matériaux de votre objet. Donc on ne parle pas du tout aujourd'hui que d'abstrait. J'ai pris beaucoup d'exemples un peu stupides de tableaux, etc. Mais il y a des choses très concrètes. En fait, si vous voulez, les NFT ont plusieurs enjeux. Il y a des enjeux de découvrabilité, de découverte. C'est ce que moi je fais, entre guillemets, la vulgarisation pour pouvoir apporter des réponses à tout le monde. Mais derrière, il y a des enjeux de société, il y a des enjeux économiques, des enjeux culturels. Si vous voulez, grâce aux NFT, il y a déjà beaucoup de, entre guillemets, communautés qui ont pu prendre la parole sur certains sujets sur lesquels étaient mis sur le côté. Les NFT, aujourd'hui, ça vient résoudre beaucoup de problèmes. C'est aussi pour ça que, entre guillemets, ça marche sur la durée. Ça intéresse beaucoup de monde. Pas que pour la spéculation, pas que pour l'aspect économique, mais vraiment, et je pense que Romain, qui est commissaire-priseur et qui s'inscrit dans un projet, et Franck, pareil, eux pourront vous donner des exemples, et même leurs exemples, et vous verrez qu'il y a des vrais enjeux derrière, et qu'on ne parle pas simplement de spéculer, pareil pour les crypto-monnaies en fait. Donc voilà, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur acheter NFT sur Twitter, et tous les jours, je retweete gratuitement des centaines d'artistes. Si vous voulez, il n'y a pas de jugement qui est mis sur les projets. Je parle autant à des étudiants qu'à des grosses boîtes qui font leur NFT. Le but, c'est de donner à tout le monde de la ressource. Ensuite, ils choisissent, ils prennent ce qu'ils veulent. Et sur ludo.com, là, c'est autre chose. C'est vraiment le Google des NFT. Aujourd'hui, très sincèrement, il y a une petite levée de fonds en Ethereum pour ce projet-là. On n'a pas de concurrent. Mais il y a beaucoup de marketplaces. Pour citer, par exemple, Exclusible. Donc, c'est français aussi. C'est quelqu'un qui est installé c'est quelqu'un qui habite au Portugal et qui, lui, a lancé la première marketplace de luxe, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de marketplaces, pas que pour vendre des NFT en globalité, mais surtout dans plein de catégories. Donc, voilà, tout simplement. Et merci évidemment, Jean-Luc, de m'avoir invité, pour la confiance, d'avoir organisé tout ça. Je te remercie grandement. Eh ben écoute, Bastien, merci à toi surtout. Ce que tu viens de nous annoncer, c'est vraiment extrêmement intéressant. Le Google des NFT, ça j'adore. Voilà, quelque chose qui me plaît beaucoup en tant que. Je sais que je parle vite et je dis beaucoup de choses, mais j'essaye de voilà. Non, mais si vous voulez découvrir, en gros, si vous voulez découvrir beaucoup de NFT de formes différentes, vous allez sur le Twitter et vraiment tous les jours, je retweet des centaines et des centaines d'artistes, parce que pour moi, n'importe qui va publier et qui va minter. Alors, il faut comprendre que pour minter un NFT, c'est payant évidemment. Je pense que quelqu'un en parlera, les frais de gaz, les frais de réseau, etc. en fonction des blockchains. Ethereum qui est la plus chère et par exemple Tezos ou même Solana qui coûte 3 fois rien ou même Binance. Mais il faut comprendre que voilà, derrière, il y a des choses qui existent pour les mettre en place et je fais confiance à Franck ou quoi que ce soit pour en parler. Très bien, ben voilà, on va faire la transition. Merci encore, Bastien, et on discutera de tout ça tout à l'heure dans les questions-réponses. Merci beaucoup, Mathias, d'avoir partagé en direct. Merci. Et puis, écoute, maintenant, on va laisser la parole à Franck. Voilà, écoute, je te laisse te présenter ton activité, Franck. Oui, merci Jean-Luc. Merci beaucoup pour ce webinaire. Je suis toujours aussi excité de participer à ce genre de webinaire et de parler de ça, qui est à chacun de notre passion, je pense. Alors moi, je suis développeur, aussi entrepreneur. J'ai monté quelques business auparavant. C'est marrant parce que je viens de l'école d'ingénieur Léonard de Vinci aussi, les Sylves. Donc, c'est assez amusant qu'on se retrouve, Mathias. Je fais d'ailleurs des interventions là-bas. Donc, si jamais tu organises des conférences sur la blockchain et notamment sur les NFT, je suis là. Bref, on en reparlera. Et voilà. Donc, moi, je suis tombé dans le monde des NFT, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et tout simplement, avec mon frère, on est tombé dedans et on creusait un peu. On s'est dit, vas-y, on est dev, on va essayer de créer une marketplace parce que ce qui existait ne nous plaisait pas beaucoup. C'était pas très UX, pas très joli. Donc, on voulait créer la première marketplace des NFT. Et en creusant, en codant, etc., on s'est vite rendu compte qu'il y avait un vrai problème avec les NFT quand même. Un vrai souci, c'est qu'ils n'étaient pas tous bien foutus, quoi. Et ça posait
pas forcément des problèmes visuels, mais surtout des problèmes de propriété. Parce que ce qui fait même la valeur d'un NFT, c'est justement le fait qu'on possède quelque chose et qu'il est inaltérable, que personne ne peut supprimer, ou en tout cas j'ai la maîtrise complète dessus. Et ben c'est pas forcément le cas. J'aimerais retourner un peu sur la définition d'un NFT avant de continuer. Ça me paraît assez important pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas très à l'aise encore avec ça. Il faut voir les NFT un peu comme une capsule. J'aime bien le présenter comme ça. Une capsule qui vit dans une blockchain, d'accord, qui vit dans un environnement. Donc il y a plusieurs blockchains, vous imaginez. Et cette capsule-là, elle peut passer de main en main. Et à un moment donné, ça peut être la vôtre, que si vous l'achetez par exemple. Et cette capsule, elle est vraiment unique. Ça, faut vraiment le comprendre. Elle est unique. Elle est authentifiable. N'importe qui peut observer son historique sur la blockchain, son parcours, à qui elle appartient, qui l'a créé aussi. Il se trouve que cette capsule peut posséder des choses à l'intérieur. Mais ça comme une boîte, quoi. Alors, il y en a qui mettent des vidéos, il y en a qui mettent des photos, il y en a qui mettent du texte, il y en a qui mettent du son, plein de choses qu'on peut imaginer. À peu près tout et n'importe quoi, on peut mettre dans une capsule. Maintenant, il se trouve qu'on a des limitations techniques dans la blockchain et qui est lié beaucoup au stockage de ces capsules-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, écrire quelque chose de très, très, très gros dans une blockchain ou dans ce genre de capsule, eh bien, ça peut coûter très cher, notamment sur Ethereum. Et du coup, il a fallu trouver des solutions parce que, par exemple, une image, c'est plus d'1 méga, ça peut coûter quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros, et c'est embêtant. Alors, il y en a qui ont cherché des solutions à ça. Et une des solutions qui était pour moi la plus mauvaise qui soit, c'est de mettre simplement un lien, en fait, dans cette capsule, un lien du texte, donc qui ne pèse pas du tout lourd vu que c'est du texte. Et ce lien-là, en effet, redirige vers l'image en question. Souvent, c'est un lien du coup qui pointe vers une donnée qui est hébergée sur un serveur, hein, qui n'a rien à voir avec la blockchain d'ailleurs. Et là, ça pose des vrais soucis parce qu'il se trouve que du coup, la personne qui possède ce serveur-là peut supprimer cette image, peut l'altérer, etc. Et là, on perd le sens du NFT, c'est-à-dire que, en effet, la capsule, vous la possédez, mais ce qu'il y a à l'intérieur, bah, ça peut devenir un lien qui est mort, qui est 404, parce que la personne peut décider de débrancher le serveur derrière. Donc, c'est très problématique. Il y en a qui utilisent d'autres méthodes, par exemple, peut-être que vous avez entendu parler de l'IPFS, qui est un protocole décentralisé. Il y a aussi Arweave. Il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser qui sont aussi très décentralisées pour pouvoir mettre une data qui est lourde à l'extérieur et mettre un lien dans cette capsule-là qui est un peu plus, on va dire, safe et inaltérable par rapport à un serveur privé. Et c'est quand on a découvert ce problème avec mon frère qu'on s'est dit, mais attends, plein de projets utilisent des méthodes différentes. Il y en a qui utilisent des méthodes très décentralisées, d'autres pas du tout. Et du coup, on a commencé à se dire, putain, mais moi, même nous, on voulait pas se faire avoir par ça parce que, en gros, je pourrais très bien acheter un NFT et s'il est mal fait, s'il est très centralisé, ma photo, elle peut disparaître à tout moment alors que je possède cette fameuse capsule. Donc, c'est très embêtant. Du coup, on a créé Art4All, art4all.io, qui est une plateforme que je vais partager tout de suite à l'écran. Je vais être assez rapide. On a créé cette plateforme-là qui est un petit peu voilà, le Yuka des NFT. Donc, on génère en fait un score de 0 à 100 et qui va évaluer un peu le niveau de décentralisation et de persistance d'un NFT. Donc, en fait, on audite tout simplement la NFT finalement. On regarde le code qui est derrière et on va voir si c'est bien foutu. Par exemple, on peut observer que CryptoKitty, l'image, elle n'est pas dans la blockchain. Elle n'est pas non plus sur un serveur qui est décentralisé. Elle est bien sur un serveur privé. Donc, votre image, votre chat peut partir à tout moment. Par contre, il y a des données de ce chat qui sont bien dans la chaîne. Par exemple, son ADN, qui est du texte. Donc ça, on le regarde, tout ça. Et du coup, on a établi un barème. On a établi un barème qui va nous permettre de générer des scores. Voilà. Donc là, vous avez la liste des scores des plateformes qu'on a auditées et qui va un peu évaluer à quel point c'est décentralisé et persistant. Donc, on a les plus mauvais élèves à la fin, vous voyez, et on a quand même des trucs assez connus, hein, d'ailleurs. Binance NFT, par exemple, l'outil qui vous propose pour créer un NFT, votre image est hébergée sur leur serveur. Donc, il faut faire attention à la différence de RPGee, qui est une plateforme où vous pouvez créer de la musique qui est 100% on-chain. Donc, quand je dis on-chain, c'est-à-dire que c'est bien sur la chaîne, sur la blockchain. Ça voudrait dire que tant que l'Ethereum survit, votre capsule et la musique que la capsule contient est aussi dans la chaîne et ne peut pas mourir tant que Ethereum ne meurt pas. Donc, on s'est jeté dans cette mission qui est d'auditer le maximum de plateformes. Aujourd'hui, on a des projets qui nous demandent d'être audités pour justement montrer à leur communauté que c'est fiable ce qu'ils proposent. Et c'est à peu près tout pour moi. Maintenant, si
la compétence qu'on a développée avec mon frère sur les NFT, on s'en sert aussi pour accompagner du coup des porteurs de projets qui veulent se lancer, parce qu'on se retrouve avec des gens qui se font auditer, qui n'ont pas forcément une bonne note, ils veulent savoir pourquoi, parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement, parce que les outils sont encore un peu early et tout ça. Du coup, on leur propose de l'aide, et c'est comme ça aussi qu'on a trouvé un business model. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Alors, quand j'ai vu Binance 5 là, sur 100, là, c'est inquiétant, mais bon, mais enfin, on en reparlera tout à l'heure, on a envie de poser plein de questions. Il y a un nombre de critères, je dirais, déjà définis, je dirais, pour avoir ce classement. Alors en fait, c'est intéressant parce que le smart contract, il faut savoir que les capsules, ces fameuses capsules, sont créées par des smart contracts, par du code en fait. C'est du code que des gens comme moi écrivent. Et en fait, ces codes-là, n'importe qui peut écrire n'importe quoi dans ce code. Donc il n'y a pas vraiment de standard, même s'il y en a qui essayent d'en créer. Par exemple, on a OpenZeppelin qui a créé le standard ERC721, qui en fait rassemble un certain nombre de fonctions qu'on aimerait standardiser un peu, mais à la fin, on ne contrôle pas forcément s'il n'y a pas d'audit derrière ou quelqu'un qui vous dit attention, lui, il respecte. Et c'est ce qui fait la force de la blockchain, c'est que n'importe qui peut écrire n'importe quoi dans la blockchain. Mais du coup, on n'a toujours pas d'acteurs qui regardent quand même si les standards sont respectés et comment, en effet, le lien, si le lien il est là. Alors, il existe quand même des méthodes assez simples et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de pédagogie dessus. Pour quelqu'un qui n'est pas développeur, pour aller se balader sur etherscan.com, par exemple, qui est l'explorer de la blockchain Ethereum, regarder le smart contract, les fonctions qu'on peut activer et regarder, déjà avoir des premiers indices sur si c'est fiable ou pas. Après, pour un audit extrêmement complet, il faut quand même plonger dans le code et regarder si la data elle est persistante et que personne ne peut modifier ce qu'il y a dans le smart contract. Et là, c'est plus notre travail. Et c'est pour ça que c'est un grand intérêt finalement à montrer nos audits publiquement. Nos PDF des audits sont tous publics. Le barème est public. On a écrit un article pour comment on procède, comment on calcule ces notes-là. Tout est extrêmement public. Donc maintenant, on veut juste donner de la transparence en fait, aux plateformes. Et c'est rigolo parce qu'il y a de plus en plus de collectionneurs qui nous demandent d'auditer telle ou telle plateforme parce qu'ils ne savent pas si c'est fiable ou pas. Donc, on a une liste d'attente d'une 60aine de projets aujourd'hui à auditer et on fait payer ceux qui veulent être audités le plus vite possible. Très bien. Écoute, en tout cas, je pense que c'est un superbe projet. On a parlé du Google NFT, du YouCode NFT. Maintenant, je vais laisser la parole donc, à Romain Verlon. Romain, voilà, donc est commissaire-priseur et qui va aussi donc s'exprimer en ce qui concerne, je dirais, donc son expertise et sa vision des choses sur les NFT. Alors, il a disparu. Le temps qu'il revienne. Le temps qu'il revienne, j'ai pas envie de poser une colle à Franck. De toute façon, je pense que ça sera loin d'être une colle pour lui. Oui. Peut-être pour les personnes qui sont moins adeptes de tout ça, tu peux expliquer en 30 secondes ce qu'est une blockchain, en fait, ce que c'est une technologie blockchain, tout simplement. Alors moi, 30 secondes, parce qu'après, il y a Romain qui va prendre la parole, mais vraiment 30 secondes. Alors, c'est un vrai exercice, parce qu'expliquer en 30 secondes ce que c'est qu'une blockchain, c'est un vrai défi. Extrêmement simple, Jean-Luc. Une blockchain, c'est une base de données. C'est une base de données qui est complètement publique, que n'importe qui peut consulter, n'importe qui peut écrire dedans, mais personne ne peut supprimer ce qu'il y a dedans. Et une personne ne peut supprimer l'historique de ce qui se passe dans cette blockchain. Très bien. Et d'ailleurs, pour compléter, du coup, tout ce qui se passe sur les blockchains, c'est consultable par tout le monde. Par exemple, sur etherscan.io, par exemple, chaque blockchain a ce qu'on appelle des scans. On peut voir toutes les transactions de n'importe qui anonymisées simplement avec le wallet. Ouais, je laisse la parole à Romain. Romain, écoute, on te laisse la parole. Voilà, donc Romain, bonjour. J'irai entre dans les NFT. Merci Jean-Luc, merci à tous. Alors Bastien, je te laisserai reprendre les petites questions comme ça parce que ma connexion a l'air d'avoir des hauts et des bas. Donc je te laisserai reprendre l'initiative de poser des questions aux autres participants si jamais ça venait encore à couper. Donc je me présente, Romain Verlomfried, comme vous le voyez sans doute écrit sur votre écran. Je suis commissaire-priseur en France, ça a son importance. Pour répondre à la question de Jean-Luc, est-ce que c'est un marché mondialisé? Oui. Est-ce que ce marché est en France? Non. Voilà. Je vais développer et j'aimerais vous expliquer le titre que j'ai proposé à Jean-Luc, à savoir NFT et marché de l'art, est-on dans un bull trap? Alors ça parlera peut-être à certains d'entre vous qui ont regardé leur wallet ce matin ou les sites d'exchange. Qu'est-ce que c'est un bull trap? C'est un peu un titre provocateur. Un bull trap, c'est un piège à la hausse, c'est-à-dire que les gens qui sont dans un marché ont une conviction qu'ils vont pouvoir sortir avec un certain bénéfice assez rapidement, peut-être, ou pas, en court à moyen long terme, et donc ils achètent
des fois des actifs, des fois des NFT, donc on va revenir sur les NFT, avec l'ambition de ressortir, de les revendre éventuellement. Et donc pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir les NFT, l'acheteur pense acheter donc un NFT sans prendre des considérations, comme vous a expliqué Franck, de propriété totale ou pas. Mais ça, je pense qu'on pourra en reparler, mais c'est pas mon sujet, c'est pas mon domaine. Malheureusement, j'aurais aimé avoir cette idée avant Franck, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Le NFT, on va l'acheter aujourd'hui sur une plateforme qui est décentralisée, c'est la base, en grande partie, et on va vouloir le revendre ou pas, éventuellement sur le marché de l'art français, pourquoi pas, hein, vente aux enchères. Et alors, on s'aperçoit de quoi aujourd'hui? On s'aperçoit que c'est pas possible. Alors, c'est pas possible. La législation française ne le permet pas. Alors, je vais faire un petit retour historique rapide de plusieurs siècles. 1556, Henri II, l'édit de Henri II qui fixe le métier de commissaire-priseur et qui fixe dans les grandes parties ce qu'on va pouvoir vendre en vente aux enchères. Alors évidemment, dans l'édit, il n'a pas parlé des NFT, hein, ça va de soi. Et la base, c'est qu'on pouvait vendre aux enchères tout ce qui était déplaçable, tous les objets mobiliers corporels. Et donc ça exclut de facto, hein, évidemment, ce qui est incorporel, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas déplacer. Alors la législation a évolué évidemment depuis plusieurs siècles, mais par touche et très légère. C'est-à-dire qu'on a pris un peu la température du XXe siècle et puis du XXIe siècle. Donc aujourd'hui, il est possible de vendre aux enchères des noms de domaine, des actions, des fonds de commerce. Mais pour l'instant, les NFT ne rentrent pas encore dans les possibilités légales que nous offre le code de commerce, puisque c'est là-dedans qu'est régie la totalité, la grande majorité des indications légales pour nous, commissaires-priseurs. Ah, donc, Bastien, je te laisse reprendre. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Alors, comme tout à l'heure dans l'intervention, tu viens de me prendre de court. Alors, tu veux que je reprenne pourquoi? Ouais, c'est bon. Est-ce que vous me entendez là? Parce que ça a coupé. Oui, non, ça n'a pas coupé. Parfait, génial. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai fini sur la petite partie historique, excusez-moi. La connexion c'est les joies du direct, hein, comme le chat de Bastien. Donc, je vais parler que de mon domaine, hein, le milieu des ventes aux enchères. Je ne parlerai pas de NFT parce que j'ai fait l'inventaire des NFT. Alors, en fait, on parle de NFT dans plein de choses, hein, dans le gaming, dans les collectibles, aujourd'hui pour les lends, etc., etc. Mais je ne parlerai uniquement que des œuvres d'art, hein, si on veut. Alors, pourquoi c'est interdit? Je voulais expliquer, du coup, parce qu'on ne peut pas déplacer ce NFT. Alors, comment on peut faire? Alors, avec le groupe avec lequel je travaille, donc le Conseil des ventes, on est en train d'imaginer l'avenir de la législation. Alors, on se pose beaucoup de questions. On fait intervenir des mathématiciens, des historiens de l'art, des scientifiques, des avocats, comme j'expliquais à Franck tout à l'heure, tout un panel, un aéropage de spécialistes qui vont pouvoir peut-être nous amener un jour à prendre une décision. Alors peut-être pas dans les mois qui vont venir, hein, évidemment, parce que c'est pas à l'ordre du jour, même si quelques parlementaires et sénateurs ont pris ça à bras-le-corps, comme pour le monde des cryptos. Mais donc on travaille à améliorer pour ne pas manquer le train, hein, évidemment, pour pas manquer la vague ou le virage, on appelle ça comme on veut. Aujourd'hui, c'est possible de faire des ventes aux enchères de NFT partout dans le monde, hein, évidemment, sauf en France. Alors, certains diront que c'est très restrictif, que c'est un carcan législatif. D'autres diront oui, mais c'est pour la sécurité des transactions. Alors, je reviens un petit peu là-dessus. Il faut savoir que la France est le numéro 1 dans la sécurité des transactions de vente aux enchères. C'est-à-dire que il y a déjà une garantie quasiment de 20 ans, hein, si on veut, mieux que Darty. Pour tout ce qu'on achète en vente, on peut retrouver, l'idée c'est de pouvoir retrouver le vendeur, l'acheteur en cas de problématique, notamment pour tout ce qui est droit de propriété intellectuelle. Alors aujourd'hui, vous savez bien, vous tous, hein, j'imagine qu'on peut faire un copier-coller de n'importe quoi sur Internet et devenir propriétaire de l'image et se revendiquer comme tel. Moi, je pourrais faire
un screenshot de Mona Lisa et de le mettre en NFT, sauf que je ne serai pas propriétaire des droits. Ça, c'est la question. Donc, tout ce qui est propriété, droit moral, donc ça, il va falloir prendre des décisions là-dessus. Est-ce qu'on va mettre des coups de canif dans le contrat des garanties des acheteurs et des vendeurs? Je ne crois pas. Et la deuxième mamelle, j'allais dire, c'est que les garanties sont imposées en termes de flux financiers. C'est ça qui pêche un peu en ce moment. À savoir, on veut pouvoir retrouver pendant une durée assez longue l'émetteur de l'argent, le récepteur, et aujourd'hui c'est une relation triangulaire, à la différence de celle qui est aujourd'hui dans les NFT, c'est-à-dire totalement décentralisée. C'est une relation tripartite entre l'acheteur, le commissaire-priseur et le vendeur. Et aujourd'hui, avec les émissions de monnaie, pour faire simple, très rapides de quelques secondes, parfois difficiles à tracer, alors on peut le faire, hein, il y a des protocoles qui existent, mais voilà, la loi française est très restrictive, très protectrice pour certains. Et voilà, donc quand il faut respecter j'allais dire, une transparence dans l'envoi de la monnaie, dans la réception de l'œuvre et dans les garanties qui doivent être accordées pendant une vingtaine d'années à tous les acteurs du marché, c'est pour ça que pour l'instant, les NFT sont dans la balance entre les droits, obligations et garanties et de l'autre côté, la libéralisation du marché, la décentralisation. Alors la France n'a pas envie de manquer le train, hein, évidemment, ça va de soi, mais le temps numérique est beaucoup plus rapide que le temps du législateur, ça évidemment. Et le temps qu'on arrive à rattraper une sorte de législation plus facile, hein, plus douce, comme pour les crypto-monnaies d'ailleurs, hein, mais ça c'est pas le sujet du jour. On arrivera peut-être d'ici la fin de l'année, si tout va bien, enfin la fin de l'année prochaine, hein, évidemment, à avoir une législation qui permette de vendre le NFT en tant que tel, c'est-à-dire autonome. Alors, qu'est-ce qui est permis de faire aujourd'hui? Parce que ça, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, on peut vendre des NFT, parce qu'on entend des ventes de NFT. Aujourd'hui, en France, et d'ailleurs, je vous mettrai un lien tout à l'heure d'une vente que j'organise. Le seul moyen aujourd'hui, c'est de coller le NFT à quelque chose de physique. Le NFT devient accessoire de l'œuvre vendue. Donc, il agit en tant que super certificat. C'est aussi son rôle. Hein. Il agit comme super certificat et il permet, par le truchement de l'objet physique, de vendre le NFT qui est collé le moment de la vente à l'œuvre physique. Donc, l'acheteur reçoit une photo et son NFT, son pendant en NFT. Donc, pour l'instant, c'est le seul moyen qu'on a de vendre des NFT, et c'est un marché qui est tout petit, infime. Il y a quelques dizaines de ventes, il y a même pas une dizaine de ventes, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, depuis, j'allais dire, le boom. Alors, je n'utilise pas le mot de bulle exprès, depuis le boom en début d'année, depuis Beeple, depuis ce genre d'artiste qu'on connaît qui vend des œuvres à plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, la France essaye de ne pas manquer le train là-dessus. Peut-être je terminerai en vous donnant quelques chiffres. Le marché des ventes de NFT art, hein, si on veut, ça représente aux alentours, mondialement, c'est difficile à chiffrer évidemment, une dizaine de milliards de dollars par mois. Donc tout confondu. Le marché des ventes aux enchères en France, ça représente une dizaine de milliards par an. Voilà. Et le marché est en expansion totale, exponentielle. On attend à ce que dans les 10 prochaines années, le marché des NFT art soit multiplié par 1000. Évidemment, on ne peut pas attendre une telle croissance du marché de l'art français ni du marché de l'art mondial. Ça va de soi. Donc, on essaye de rattraper ce qui va devant nous. On y travaille. C'est compliqué parce qu'il faut qu'on arrive à ce que les roues crantées rentrent les unes dans les autres, à savoir la législation, les artistes d'un côté, les producteurs de l'autre, etc., etc. Donc, il y a une ouverture qui est pratiquée parce qu'on a des missions interministérielles qui réfléchissent là-dessus, des contrats qui sont adaptés avec les artistes, mais qui sont un peu
j'aime bien utiliser l'expression le Far West, c'est-à-dire que rien n'existe. Tous les jours, il y a des choses différentes et c'est à nous, tous, d'inventer le futur, soit du NFT, soit de la vente du NFT, soit de l'audit du NFT, soit des plateformes de recherche de NFT, que ce soit le Yuka des NFT ou que ce soit le Google des NFT ou que ce soit… C'est à nous, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est des pionniers, on est en 97, au début de l'ère Internet pour les NFT, c'est-à-dire qu'il y a tout à faire, tout à imaginer, et certainement ce qui fonctionnera très bien dans les années à venir n'existe pas encore aujourd'hui. Donc voilà, on est là, on a besoin de tout le monde pour réfléchir, et je pense que j'en terminerai par là, puisque Jean-Luc m'a laissé 7 minutes, et j'y suis. Voilà, je vous remercie. Eh bien, écoute, Romain, merci pour cette ponctualité. Et en même temps, c'est effectivement donc très intéressant, je dirais, donc d'entendre l'avis d'un commissaire-priseur sur le secteur des NFT. Et d'ailleurs, je dirais donc au niveau du panel des intervenants, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, avant de poser les questions-réponses, peut-être, je me suis posé la question, d'ailleurs, si on n'a pas été un peu trop vite, parce qu'effectivement, parmi les personnes, peut-être que tout le monde ne sait pas exactement, finalement, Franck en parlait peut-être un peu tout à l'heure, mais finalement, un NFT, on parle du monde de l'art, mais un NFT, c'est quoi, là, finalement? C'est une image, dans le domaine de l'art, c'est quoi? C'est une image numérique, mais est-ce que, il me semble, la dernière fois, Romain, tu me disais qu'il y a une dizaine, tu as identifié, je crois, une dizaine de types de NFT. Donc, par rapport aux personnes qui suivent le webinaire, est-ce qu'on pourrait donner des exemples de types de NFT, par exemple, qu'il peut y avoir, qui existent? Alors, tout à fait. Je vais vous en citer quelques-uns, pas les 10 parce que je les ai pas retenus. Il y en a même que je connais pas. Alors, il y a les NFT qui permettent la traçabilité, dont parlait Bastien tout à l'heure. La traçabilité, donc là, c'est une provenance. On parle de provenance, qui l'a fait, combien de temps ça a été conservé, quelles sont la chaîne de transaction, grosso modo. Et on arrive à retrouver… L'avantage, c'est la rapidité, parce qu'on pourrait avoir un cahier avec marqué qui c'est qui l'a vendu, qui c'est qui l'a fabriqué, qui c'est qui l'a transporté. Ça, c'est toujours fait. Sauf qu'aujourd'hui, la vérification peut se faire en quelques dixièmes de seconde. Donc, par exemple, pour l'exemple que Bastien prenait tout à l'heure, le sac Vuitton, on va savoir quel type de cuir a été utilisé, par quelle main c'est passé, quel atelier, mais également quand il va y avoir la revente de ce sac, à ce moment-là, le NFT va changer de catégorie, ça va devenir un certificat d'authenticité, en plus d'être un certificat de provenance et de traçabilité. Et c'est-à-dire que dans quelques années, certainement, on ne pourra plus vendre son sac Vuitton, Gucci, Chanel, pour pas faire de publicité, sans ce NFT. C'est-à-dire que tous les sacs qui ont été vendus à partir de 2021, prenons un exemple, auront leur NFT collé, comme une paire de chaussures ou autre, une paire de lunettes, peut-être pas une voiture, mais bon bref, enfin pour la voiture aussi, puisqu'il y a la traçabilité des pièces. Mais le sac Vuitton ne pourra pas être revendu, en tout cas, ça ne sera pas un gage de sécurité et d'authenticité s'il n'est pas accompagné de son NFT. Donc ça, c'est l'une des applications des NFT, par exemple. Dans le domaine de l'art, ça sera plutôt de l'art digital, la digitalisation, la numérisation des œuvres d'art, qu'elles soient faites par l'intermédiaire d'une palette informatique ou autre. Ça peut être des cartes à collectionner, type Pokémon ou autre. Ça peut être dans le gaming, avoir des passerelles pour changer de monde, ça peut être des épées, des casques, des armures qui pourraient aussi s'échanger entre jeux, entre plateformes, entre joueurs. Et là, là, on en revient à une espèce de marketplace où les gens vont pouvoir se revendre, s'échanger, etc. Et développer des personnages dans des jeux qui seraient même pas identiques. Après, on parle de tout ce qui est métaverse, évidemment. Mais ça, je rentrerai peut-être pas dans les détails, c'est peut-être pas mon domaine de prédilection. Ça peut être la traçabilité des pièces aéronautiques, ça peut être dans le gaming, ça peut être Je pense que il y a encore plein d'applications que j'ai pas là, qui me viennent pas, mais c'est presque infini. Peut-être même des applications qui n'ont pas encore vu le jour aussi. Et ça, c'est sûr. Oui, totalement. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est aux personnes qui suivent le webinaire, si vous avez des questions, écoutez, on a la chance d'avoir parmi nous, des experts, donc profitez, posez vos questions. Donc Gérard qui vient de dire, je suis artiste et j'ai essayé de créer des sculptures en réalité virtuelle interactive, donc des applications pouvant aller sur plusieurs plateformes. PC, Mac, Android. Peut-on forger un NFT avec plusieurs applis dedans?
Donc, Alors, pardon, j'ai pas saisi la fin de la. Ah oui, pardon. Alors, je l'ai. voilà. Puis vient la question En de gros, c'est un mise. fichier, ce serait un fichier. Moi, je le comprends comme un fichier qui, du coup, est compatible avec les différents systèmes d'exploitation. Ouais, ça a l'air d'être ça. Voilà, Alors, c'est ça. les Voilà, passerelles. c'est ça, ouais. Après, je pense que Bastien pourra peut-être mieux l'expliquer que moi. Il y a pas encore ou peu de passerelles entre les blockchains. C'est peut-être aussi à. Alors, alors là, Franck pourra en parler mieux que moi parce que je ne suis pas dev, mais c'est aussi une barrière en fait. Pour l'instant. Ce qu'on vient essayer de faire avec notre Google DNFT qui s'appelle Ludo, c'est justement de casser la barrière à la découverte, à la transmission et voilà, à la découverte du grand public. Parce qu'en fait, les blockchains entre elles, c'est pas qu'elles sont concurrentes, même si je pense que tout le monde a entendu parler. Voilà, le Solana en début d'année, ça valait $10. Aujourd'hui, c'est $230, même avec le moins 15% que tout le monde s'est mangé, que tout le marché s'est mangé ce matin, comme tu en as parlé. Et d'ailleurs, il faudra qu'on revienne sur les wallets et les différents exchanges, parce qu'on parle beaucoup de NFT, vendre, acheter des NFT, mais on n'a pas dit comment. Donc, il faudrait peut-être revenir dessus en une minute, peut-être que Franck ou Mathias ou Jean-Luc pourra le faire. Mais alors, du coup, j'ai perdu ma cible avec le changement d'écran. J'étais en train de dire quoi, Romain? Excuse-moi. Donc, on parlait des différentes chaînes. Ah oui, voilà. Blockchain. Par exemple, Voilà. Solana, aujourd'hui, ils sont passés de $10 à $240 parce que leur blockchain résolvait un problème de rapidité, de coût des échanges par échange et à la milliseconde qui n'était jamais possible, si vous voulez. Donc aujourd'hui, ça a spéculé, ça a fait $10, $240 parce que tout le monde se dit c'est Solana qui va résoudre ce problème. Aujourd'hui, on n'en est pas sûr. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'est un petit peu arrêté, etc. Même s'ils ont atteint un market cap déjà pas mal du tout. Et donc, il y a des blockchains comme Avalanche qui, eux, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a les CEO, donc les patrons de ces projets-là, qui font un peu la guerre à distance. Par exemple, le patron d'Avalanche, lui, il est en train de dire Solana, certes, ils vont avoir quelque chose qui va très vite et qui n'est pas cher. Par contre, quand ils vont vouloir scaler, donc si vous voulez aller plus vite, plus haut, plus loin, et ben, ça va bloquer. Moi, avec Avalanche, peut-être qu'aujourd'hui, je vais moins vite, mais ma techno, pour aller à l'étage d'au-dessus, elle ira beaucoup plus vite que Solana. Donc, en fait, il y a des enjeux entre blockchains. Ils sont concurrents sans l'être, mais ils le sont totalement. Parce qu'eux, c'est des entreprises privées. Hein, ils sont là à des fins financières. Donc, il faut comprendre ça. Alors, juste pour revenir, j'ai envoyé un petit lien là dans le chat qui vient de OpenSea, qui est pour moi la plus grosse marketplace en termes d'échange daily, journalier, en volume sur 24 heures. Pour moi, c'est OpenSea qui en fait le plus, je crois, hein, si je ne dis pas n'importe quoi. Et donc, en fait, on voit, et moi, c'est ce que j'ai sur mon Twitter, c'est là, hein, aujourd'hui, je pense que 90%, même beaucoup plus, du volume monétaire des NFT qui sont vendus et mintés, c'est de l'art. On a de la 3D, on a de la 2D, on a des pixels. Aujourd'hui, le CryptoPunk, si je ne dis pas n'importe quoi, il y a des CryptoPunks qui ont été vendus plusieurs dizaines de millions de dollars. Vraiment, il y en a eu à 80 millions de dollars, etc. Et de la photographie. On a des photographes qui minent leurs photos et au lieu de les vendre en exposition, etc., et ben, eux, ils se sont fait des collections, c'est dont je parlais tout à l'heure, sur les marketplaces. Et donc, si vous cliquez sur le petit lien que je vous ai envoyé, OpenSea.io/rankings, vous allez pouvoir voir les collections les plus échangées par 24 heures, les volumes, etc. Aujourd'hui, un Ethereum, c'est 3700 €. Et donc, vous pouvez voir, par exemple, que la toute première, alors c'est plus les Bored Ape, je ne sais plus, je n'ai pas le lien sous les yeux, il y a eu un échange total de 18 000 Ethereum. C'est-à-dire que depuis que cette collection a été mintée, comment ça se passe? C'est un peu comme le marché primaire, marché secondaire d'une action. En fait, l'artiste émet son NFT. Donc, il en émet par exemple 500 avec un prix de vente, soit aux enchères, soit en achat immédiat, un peu comme sur eBay. Ça dépend de la stratégie commerciale que lui définit pour sa collection. Donc, avec son prix. Donc, lui, il vient, si vous voulez, vendre ses 500 une première fois. Sur ces 500, il vient récupérer, on va dire, je dis n'importe quoi, 70%. Il y a 80%, il y a 30% restant qui passent en frais de gaz et qui passent évidemment en commission pour la marketplace. Une fois que c'est fait, quel est l'intérêt pour cet artiste? Il fixe un pourcentage de royalties sur ses NFT. C'est-à-dire que par exemple, moi qui lui ai acheté sur le marché primaire, donc directement à lui, j'ai le NFT. Si je le revends à quelqu'un d'autre, c'est le marché secondaire, mais l'artiste va toucher les royalties qu'il a fixées, qui en général sont entre 5 et 10% sur OpenSea. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Imaginez-vous que sur les 18 000 Ethereum, donc on fait 3 700 € fois 18 000, ça c'est le volume entier total depuis l'existence de cette collection, en moyenne, l'artiste ou l'équipe, le projet, l'entreprise derrière cette collection a touché entre 5 et 10% de commission. Donc là, on parle de choses monumentales. D'ailleurs, je pense que tout le monde a entendu parler de la fraude du gars qui s'est barré avec, alors j'ai pas envie de dire n'importe quoi, soit des milliers d'Ethereum, soit des millions de dollars, une collection qui s'appelait
Est-ce que quelqu'un peut m'aider peut-être? Bref, en gros, il y a des gens qui sont très forts en marketing, créent des hypes, etc., qui sont soutenus de manière un peu subtile, qui arrivent à monter des projets. Et c'est pas en crypto-monnaie. Tout le monde a vu la série Squid Game. Tout le Un monde projet a vu social, qui un projet était social monté. derrière. Ouais. T'as raison. Exactement. Et le gars, c'est pareil avec toute la market cap. Comme l'avait dit Franck, il y a des choses qui sont pas décentralisées du tout. Il y a des choses qui sont pas transparentes du tout. Il faut faire très attention. Et quand on arrive sur ce marché-là, justement avec une envie simplement spéculative à très court terme de faire des gains, et ben on tombe dans le piège. On va investir sur quelque chose qui en fait n'a aucune valeur fondamentale, même si je n'ai pas la prétention de dire que quelque chose a plus de valeur fondamentale que quelque chose d'autre, mais quelque chose de beaucoup trop éphémère sans réel fond. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des projets qui pètent, surtout en fin d'année. C'est des projets qui dormaient depuis 2-3 ans, qui avaient une utilité beaucoup trop en avance sur son temps. Par exemple, comme le Veracity, comme le Cadena, etc. C'est des cryptos qui ont pas mal marché ces derniers mois. C'est des cryptos qui existent depuis vraiment très longtemps, mais qui ne trouvent leur utilité, ou en tout cas leur marché, leur market fit, qu'aujourd'hui. Et pour revenir, donc comment on achète un NFT, je vais faire très très simple. Aujourd'hui, les exchanges les plus connus, c'est Binance.com, Crypto.com, Coinbase. On va avoir quoi? On va avoir KuCoin, on va avoir Gate.io. Je pense que peut-être Mathias pourra mettre les liens. On a Gate.io, on a Bitfinex, on en a plein. Quel est l'intérêt d'avoir un ou plusieurs exchanges? Tout simplement, par exemple, Binance et Coinbase et Crypto.com, parce que Crypto.com c'est un petit peu en dessous, ne vont pas proposer les mêmes crypto-monnaies. Donc, si vous avez entendu parler d'un projet et que vous voulez investir dessus, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas sur Binance. Pourquoi? Parce que Binance ne vient lister, entre guillemets, que des crypto-monnaies qui ont fait leurs preuves. Comment une crypto-monnaie fait ses preuves? Par la market cap qu'elle a, par le volume qu'elle vient engranger, par le nombre de holders. Un holder, c'est quelqu'un qui, dans son wallet, donc un wallet, c'est quoi? C'est, entre guillemets, un compte sur un exchange. Si vous, aujourd'hui, vous vous inscrivez sur Binance et que vous faites un compte, vous serez détenteur d'un wallet. Vous aurez créé un wallet. Et donc, les NFT que vous allez acheter, merci, voilà, Evolve Apes. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. Et donc, c'est l'arnaque que le gars a fait. Les NFT que vous allez acheter, vous allez les acheter à travers un wallet. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça se balade sur les blockchains, mais vous, sur votre wallet, sur n'importe quelle application, par exemple, je peux citer MetaMask. MetaMask, alors peut-être que Franck pourra me corriger si je dis n'importe quoi. Donc, ça vient s'inscrire, c'est un wallet, si vous voulez, qui se met dans votre navigateur ou même sur téléphone. Et donc, sur MetaMask, si vous achetez, donc OpenSea, quand vous arrivez sur OpenSea, il vous demande de connecter votre wallet. Il y en aura des dizaines de wallets possibles. Je pense que la moitié du marché, même beaucoup plus, se connecte via MetaMask. Et donc, si vous achetez sur OpenSea un NFT, sur MetaMask, vous y allez et vous verrez, donc il y aura vos cryptos et il y aura vos NFT. Donc voilà, c'est à travers un wallet que vous détenez et que vous échangez vos NFT, tout comme des crypto-monnaies, tout simplement. Donc pour acheter des NFT, il vous faut un wallet, il faut passer à travers un exchange et ensuite il faut vous connecter sur une marketplace NFT via votre wallet. Alors peut-être que là, ça vous paraît compliqué, mais c'est en 5 clics, ça c'est faisable. Vraiment en 5 clics. Vous allez sur OpenSea, MetaMask, connexion MetaMask, via un petit smart contract qui vous demande de vous connecter et puis c'est tout. Donc, juste pour poser les bases de comment échanger. Alors, il y a une question de Daryl. Quand on mine un NFT, il existe une différence sur les marketplaces en termes de vente si on passe par une blockchain ou une autre? Alors, Franck, tu veux répondre peut-être? Salut Daryl. Je connais Daryl. En fait, si tu veux, alors, je voulais, avant de répondre, je vais compléter ce que tu as dit juste avant. Marketplace, Rarible, etc., sont des marketplaces qui puisent leur catalogue directement depuis la blockchain. D'accord? Donc, un même NFT, vous allez pouvoir le trouver sur OpenSea, mais aussi sur Rarible. C'est exactement le même. D'accord? Je dis ça parce que on a l'habitude que, par exemple, sur eBay ou sur Le Bon Coin, même si on voit deux produits qui ont l'air d'être pareils, c'est pas forcément les mêmes, etc., parce que c'est pas les mêmes provenances. Alors que là, ils puissent directement depuis la base de données. Et ça, c'est une grande différence parce que souvent, on me dit, est-ce que je dois passer par Rarible ou OpenSea pour acheter mon NFT? C'est la même chose, c'est le même NFT que vous achetez. Donc, à la limite, j'ai envie de vous dire, prenez le moins cher, la marketplace qui vous propose le moins cher. Ça, c'était la première chose, une petite nuance à bien comprendre avant de se lancer quand même. Maintenant, la différence en termes de vente de passer par Solana ou OpenSea pour minter le NFT, c'est clairement le marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a quelques années, Solana n'était pas du tout hype, pas très adopté, et c'était beaucoup Ethereum. Du coup, ça faisait plus sens. La masse était sur Ethereum. Donc, votre NFT, en effet, quand vous le créez sur Ethereum, il ne sera pas vendable sur Solana ou une autre blockchain. Rappelez-vous que la capsule, elle vit dans un écosystème qui est fermé. Chaque blockchain est ultra fermée.
il existe des bridges, mais là, on rentre dans des choses un peu techniques et de toute façon, c'est pas du tout d'actualité, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour l'instant, estimer qu'une capsule, une fois qu'elle est dans une blockchain, on peut plus la sortir. Donc, en effet, si aujourd'hui, vous voulez vendre un tableau et que vous voulez un maximum de chances de pouvoir le vendre cher, moi, je vous propose d'utiliser une chaîne qui, de base, est chère. Pourquoi? Parce que si la chaîne est chère, ça veut dire qu'elle attire des gens qui ont de l'argent. Donc, il y a potentiellement plus de chances de le vendre plus cher sur Ethereum que sur Solana, évidemment. Maintenant, c'est le marché, ça, qui va décider. Et comme le marché va là où c'est le moins cher, voilà, prenez juste en Ou qu'elle est considération. moins bien, Franck. Ou Par qu'elle est exemple, moins bien, qu'elle est Vitalik, pesante, qu'elle est- ça fait 5 ans qu'il dit qu'avec Ethereum 2.0, ce sera Vitalik, qui est le fondateur d'Ethereum, enfin, qui aujourd'hui travaille avec beaucoup de gens, mais qui est le fondateur d'Ethereum. Au tout début, il disait que c'était une aberration que les frais de gaz coûtent plus d'$1. Aujourd'hui, si vous trouvez des frais de gaz à moins de $150 sur Ethereum, c'est un miracle. Donc lui, ça fait des années qu'il dit que Ethereum 2.0 viendra résoudre tous ces problèmes-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Ethereum, bon, stagne un petit peu, même si pour moi, c'est le long terme absolu. Ethereum 2.0, c'est la grosse mise à jour de la blockchain qui viendra justement à être plus vite et beaucoup moins cher. Parce que le gros problème d'OpenSea, c'est que ça fonctionne via Ethereum. Et on a des artistes, moi j'en vois tous les jours, qui vendent des choses $10, mais vraiment $10. Ils ont payé $150 de frais de gaz. Ça veut dire que de base, ils partent sur un moins $140. Donc vous pouvez vous dire que ça n'a pas de sens, etc. Mais alors franchement, pour être très clair, j'en parle avec beaucoup. Il y en a des artistes qui ne. Honnêtement, leur but, bon, c'est très drôle, hein, parce que le but, c'est toujours de faire de l'argent, mais leur but, c'est pas vraiment de gagner leur vie directement avec leur création, c'est simplement de les montrer, d'acquérir en visibilité, parce que derrière, peut-être qu'ils ont des business physiques, ils ont pied à terre, etc. Mais on n'est pas toujours sur la rentabilité recherchée absolue, parce qu'évidemment, quand on commence à moins 140, parce que même si vous avez 5%, il faudrait que votre truc fasse x10, x100 pour commencer à le rentabiliser au bout de 10 échanges. C'est très compliqué. Surtout quand, entre guillemets, vous êtes random. C'est-à-dire que vous n'avez pas de popularité ailleurs. Et juste pour revenir sur ce que Romain détaillait qui était super intéressant, c'est que les NFT aujourd'hui, on a parlé de Louis Vuitton, on a parlé de plein de boîtes, mais on a des artistes, on a des chanteurs, on a des clubs de foot qui font des NFT. Il a parlé des cartes à collectionner. Il y a une crypto-monnaie qui, par exemple, s'appelle le Chiliz. Ils sont sur la manche droite du FC Barcelone, par exemple, ou sur le maillot d'une équipe en Serie A, donc le championnat italien. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisation et n'importe quelle organisation privée, donc à fin commerciale, à fin monétaire, il trouve son intérêt et des cryptos, le bien compris, et joue là-dessus. Donc peut-être que tu peux dire, alors quelqu'un pourrait répondre à Gérard, ça fait longtemps qu'il a posé sa question. C'est pour toi, Jean-Luc. Il y a énormément de questions et j'adorerais en effet y répondre, mais je ne sais pas si on va avoir le temps. Par contre, je vais quand même répondre à Gérard qui nous a relancé en effet et qui avait posé sa question il y a un moment. Donc, si je comprends bien, tu vas créer des sculptures en réalité virtuelle. Et du coup, il faut bien des applications pour pouvoir les manipuler, etc. Et tu demandes comment ça se passe avec toutes les plateformes, les NFT. En gros, c'est quoi ce schmilblick? Aie bien conscience que tu as les bases de données, d'accord? Donc là où il y a vraiment les data, donc par exemple pour ta sculpture virtuelle, ça sera les fichiers PNG, la modélisation OBJ, par exemple, je me connais un peu en 3D, il y a une modélisation qui est en OBJ que tu fais avec Blender, etc. Donc tout ce qui est data, nourriture, et après on a toute l'interface, le logiciel qui va te permettre de render ta sculpture, pardon. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est en effet dans la capsule, en fait, ce qui fait la valeur de ton NFT, c'est les data. En fait. Donc, c'est le OBJ, c'est le PNG, etc. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de mettre tout ça dans un NFT. Après, pour les outils, on va pouvoir en parler peut-être tout à l'heure. Là, j'ai des solutions pour toi. Et après, en interface, là, il faut que tu proposes toi, par exemple, sur ton site, voilà, tu mets le numéro de ton NFT et boum, grâce à mon logiciel, je vais choper des data qu'il y a dans ta capsule et je vais du coup rendre ton NFT en beau sur mon site ou autre part d'ailleurs. Donc, PC, Mac, Android, machin, ça sert pour l'application qui va servir à rendre en fait ta sculpture, d'accord? Donc, ce qui est important dans NFT, c'est les data que tu mets dedans, ok? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, on arrive à la fin du webinaire, parce que ça fait 59 minutes, donc je suis désolé, on aurait énormément on pourrait, je crois, discuter pendant des heures sur ce sujet, je dirais. Donc, il y a plein de questions intéressantes. Oui, énormément de questions intéressantes. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour vous relancer, puisqu'au niveau de Wallcrypt, vous pouvez nous retrouver. On a créé, donc justement, on imaginait qu'il allait y avoir pas mal de questions, en fait. Hein. Voilà, donc vous pouvez retrouver sur le groupe Telegram Wallcrypt NFT, hein, donc pour les personnes qui le souhaitent, Wallcrypt NFT sur Telegram. On peut se retrouver, continuer d'échanger, je dirais, donc sur le réseau.
Et tous les experts qui sont là prendront contact avec vous, pourront répondre. Et c'est aussi un moyen de pouvoir continuer à discuter sur ce sujet qui est super intéressant et très prometteur. En tout cas, écoutez, je tiens à toutes et à tous à vous remercier, particulièrement aussi les intervenants qui ont bien voulu accepter, l'invitation pour ce webinaire. Merci Romain, merci Bastien, merci Mathias et merci Franck. Merci à toi Jean-Luc. J'ai juste un petit message à faire passer. Avec la communauté française de la page Twitter Acheter NFT, donc 12 000 personnes, on est en train de créer une collection d'NFT. Alors nous, en team, on s'est occupé de tout le back-end, etc. Ça va parler à Franck, on s'est occupé de tous les smart contracts et tout le back-end. On recherche juste quelqu'un, peut-être que ce sera Franck, Mathias, Romain ou quelqu'un sur le chat qui écoute, pour s'occuper du front. Artiste, visuel, s'occuper du front, qui ferait partie intégrante de toute la team. Donc c'est juste un message que je fais passer là. Si aujourd'hui il y a des artistes qui m'écoutent, après, même sur le YouTube, etc., même 2 mois après, n'hésitez pas, vous me contactez sur LinkedIn, contactez où tu veux, où vous voulez, je verrai le message. Donc voilà, des artistes pour s'occuper du front, de tout ce qui est visuel. Vous pouvez me contacter, ce sera avec grand plaisir. Merci Bastien pour ce petit message. Voilà. Et merci en tout cas à toutes et à tous. Et on se retrouve sur Telegram et puis j'imagine aussi sur d'autres réseaux sociaux pour pouvoir continuer d'échanger sur le sujet. Merci et à très bientôt. Merci Jean-Luc. Bonne semaine à tous. Merci. Ciao. Au revoir.